Il y a des personnes qui aiment être seules. Et il y a aussi des personnes qui se retrouvent seules sans l'avoir choisi. C'est parfois le cas lorsqu'on accueille un diagnostic médical. Il y a une envie d'être seul. Nous allons voir dans cette vidéo de quoi il s'agit. Nous verrons que la solitude, ce n'est pas une personnalité. Nous verrons aussi dans la deuxième partie que l'arrivée d'un diagnostic médical peut accentuer le sentiment de solitude. Dans une troisième partie, les racines relationnelles du retrait. Dans la quatrième partie, la mise en retrait familial, parfois subtile. Dans la partie 5, comprendre le mécanisme de l'isolement. Et je vous proposerai 3 exercices d'auto-soin. Aujourd'hui, on va parler de la solitude, d'une forme de solitude que l'on ne comprend pas très bien, qui naît d'un vécu relationnel et qui peut être accentuée au moment du diagnostic médical. Une solitude, ce n'est pas un trait de caractère, ce n'est pas un défaut. C'est une façon d'être à un moment donné, c'est une stratégie de protection du corps et du système nerveux. Si vous vous sentez en retrait, fatigué des relations ou isolé depuis que vous êtes entré dans ce parcours de soins, cette vidéo est pour vous. Commençons par la partie numéro 1. La solitude n'est pas une personnalité. Ça ne définit pas votre personnalité. On confond souvent solitude et tempérament. On dit elle est distante, elle n'aime pas les gens, elle est fermée. Mais il existe un retrait qui n'a rien à voir avec la personnalité. C'est en fait un retrait d'adaptation. Quand les interactions deviennent trop exigeantes, trop intenses, trop coûteuses au niveau relationnel, trop imprévisibles émotionnellement, le corps prend une décision simple, réduire l'exposition. Ce n'est pas de la froideur, ce n'est pas du mépris, ce n'est pas de l'antisocial, c'est une posture de protection en raison de la fatigue relationnelle accumulée. Quand certaines personnes vivent avec un organisme en état d'alerte, certaines tensions reviennent, il y a des difficultés à se détendre, à être tranquille avec les autres, une hypervigilance subie et une analyse permanente de ce qui se passe autour de soi. Le système interne agit comme s'il devait se protéger. Dans ce contexte, vouloir s'isoler, demander d'être seul, ce n'est pas un caprice, c'est juste un espace de récupération nerveuse. Quand le diagnostic médical accentue l'isolement, c'est ce que nous allons voir maintenant. Recevoir un diagnostic médical, ça crée souvent une rupture invisible, pour soi-même parfois et pour les autres évidemment. Avant, vous étiez comme tout le monde, vous vaquiez à vos occupations, le travail, la famille, les amis. Après le diagnostic, vous portez une information que les autres n'ont pas. Et même s'ils l'ont, ils n'ont pas en permanence dans leur tête et dans leur corps. Et même entouré, même très entouré, on peut parfois se sentir très très seul. J'ai vécu ça. Quand j'ai eu un diagnostic de maladie grave, j'étais pourtant en famille, j'en ai parlé à des amis, et pourtant, j'avais l'impression d'être dans une autre planète. Bien sûr, les gens comprennent, ils sont soutenants, apparemment, ils font ce qu'ils peuvent, évidemment, mais en fait, je me sentais parfaitement seule avec ce combat, cette histoire à gérer, et une histoire qui n'était pas simple, une histoire de santé. C'est d'ailleurs ce que disait Adrien, un de mes petits clients, qui avait beaucoup envie de s'isoler au départ, même presque de se replier sur lui-même, et mon accompagnement lui a permis d'être acteur de son processus de guérison. Le parcours médical ajoute plusieurs couches d'isolement. Il y a l'attente des résultats, les examens, le vocabulaire technique qu'on a parfois du mal à comprendre, une incertitude.
Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui se passe là maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Une peur silencieuse qui est toujours un peu là, difficile à partager, à exprimer d'ailleurs, et une fatigue invisible. Vous savez, quand on rumine, parce que la plupart du temps, quand on reçoit un diagnostic, on va ruminer sans le vouloir, on va focaliser sur cette information. C'est épuisant parce que le système nerveux autonome, il est bloqué sur le mode orthosympathique action-action et c'est comme si le bouton ne se remettait jamais en off sur le mode je m'apaise, le mode parasympathique, je vais bien dormir pour récupérer. C'est souvent difficile ça. Les autres ne savent pas toujours comment réagir. Alors ils minimisent, ou alors ils dramatisent, ou alors carrément ils évitent. Et ça nous met dans un sentiment de grande solitude. Et dans ce cas, on trouve des stratégies, on évite d'en parler, on évite de dire ce qui se passe pour nous parce qu'on ne veut pas déranger. Et puis surtout, on n'a pas envie d'être réduit à ça. Et ça, c'est important. Je ne suis pas ma maladie. Et à en parler tout le temps, les autres finissent par vous identifier à votre problème médical. Le corps, pendant ce temps, il encaisse tout. Il est déjà en train de se battre contre un problème de santé, mais en plus, il y a tout cet aspect émotionnel, relationnel. Et si votre histoire personnelle est déjà fragile au niveau relationnel, ça peut vous donner un réflexe de vous remettre en retrait beaucoup plus que vous ne le feriez si vous n'aviez pas vécu ça antérieurement dans l'enfance, par exemple. Avant d'aborder cette question des racines relationnelles, si vous avez envie d'avoir un accompagnement personnalisé, vous posez des questions, vous pouvez demander un entretien gratuit en réservant un rendez-vous en cliquant sur le lien dans la description. Parlons maintenant des racines relationnelles du retrait. Beaucoup de personnes qui ont grandi dans un environnement relationnel non sécurisant peuvent éprouver à l'âge adulte des difficultés relationnelles et peut-être avoir besoin d'isolement pour se protéger. Je parle des contextes dans l'enfance où, par exemple, les critiques étaient constantes, les moqueries répétées, les remarques piquantes banalisées. Parfois, on faisait peut-être de l'humour sur votre dos. Parfois, dans l'enfance, on est obligé de s'ajuster à la dominante émotionnelle pour se faire accepter dans le clan familial, dans la famille. C'est ce qu'on appelle ne pas faire de vagues. On s'oblige à réagir comme c'est attendu. On va même jusqu'à penser comme c'est attendu par le papa ou la maman ou la personne qui s'occupe de nous. C'est une façon de se contenir pour éviter les réactions des adultes. On peut même avoir été accusé à tort. On peut aussi avoir subi des humiliations, des mises à l'écart, des comparaisons avec les frères et sœurs. On peut avoir été tourné en dérision. On peut avoir été présenté de façon dévalorisée pour valoriser les autres. On peut avoir été présenté comme incapable pour valoriser les autres, notamment un frère ou une sœur. C'est exactement l'histoire d'une cliente qui était toujours comparée avec sa sœur. Et à force, on apprend à se modifier pour être toléré. On apprend à porter une version acceptable de soi-même, alors que ce n'est pas vraiment soi-même. On apprend à cacher ce qui dépasse. Et là, le corps, il enregistre. Quand je suis moi, il y a un risque. Ce n'est pas de la susceptibilité, même si on va vous dire, oh, t'es trop sensible, t'es trop délicate. Moi, je l'ai entendu ça. C'est le moment où l'organisme a appris à prévoir le prochain reproche, la prochaine humiliation, le prochain jugement. Et avec le temps, le lien humain est catalogué comme
potentiellement dangereux. Alors, la petite fille se replie, ou le petit garçon. Et là, la solitude devient un refuge, un lieu sans évaluation, sans correction, sans attaque, sans discrimination, sans jugement. S'isoler, à ce moment-là, ce n'est pas une fuite, c'est une protection. Parlons maintenant de la mise à l'écart de la famille, mais une mise à l'écart subtile, parce que parfois, elle ne se déclare pas visiblement. Elle est là, elle s'installe de façon sournoise. Ce n'est pas une exclusion officielle, ce sont des gestes répétés, des paroles répétées. On ne vous informe pas, on vous oublie, on partage sans vous. Quand vous parlez, on vous coupe la parole, on minimise vos émotions, on vous ridiculise, on raconte vos moments où vous vous sentiez gêné en public. On peut être à la limite correct en privé, mais en public, tout se dit et vous vous sentez humilié. Parfois, il y a des alliances internes, des préférences. Ton frère n'aurait pas fait ça, ou ta sœur n'aurait pas fait ça. Et un rôle vous est attribué, le problème, le trop sensible, le dérangeant. L'enfant ne conclut pas le système est toxique, il se déclare à lui-même, je dérange de trop, je dois me retenir. Ce sont à la fois des phrases et aussi des sensations corporelles. Par exemple, le corps va se contracter, il va y avoir la boule au ventre, la boule à la gorge, la tension dans les épaules. Et devenu adulte, on peut ressentir le besoin de se mettre en retrait pour se protéger, parce qu'on a déjà connu ça. On peut aussi ressentir qu'on reste sur ses gardes même quand on est accueilli. Et paradoxalement, on peut attendre le rejet même quand on peut se sentir en sécurité. C'est la mémoire du corps. Comprenons maintenant le mécanisme de l'isolement. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un défaut, c'est une stratégie nerveuse très efficace. Le corps cherche la sécurité, il met donc une distance. Ah, parfois, on peut sentir ça même avant le diagnostic, lorsqu'on est un petit peu en difficulté, qu'on a de premiers symptômes, on ne se sent pas compris et là, on peut avoir déjà envie de se mettre en retrait. Le corps il réclame du calme. Il demande de la solitude comme on peut demander un médicament. C'est un signal à comprendre. Et on ne change pas ça par la volonté. On change ça par la régulation émotionnelle, la douceur vis-à-vis de soi-même, l'acceptation de ce qui est bien là dans l'instant. C'est là que l'autocompassion, l'auto-soin deviennent des atouts précieux et même essentiels. Avant de passer à 3 exercices que je vais vous proposer pour vous accompagner, si vous avez besoin d'une information sur mon accompagnement personnalisé, vous pouvez réserver un rendez-vous gratuit en cliquant sur le lien sous la vidéo. Premier exercice que j'appelle la pause de sécurité corporelle. C'est un exercice très simple. Posez une main sur la poitrine et une main sur le ventre. Ensuite, vous allez inspirer par le nez pendant 4 secondes, puis vous allez expirer par la bouche pendant 6 secondes. Vous pouvez recommencer cet exercice 3 fois de suite. Avec cet exercice, vous ne cherchez pas à aller mieux, vous envoyez un message biologique. Je suis en sécurité là maintenant. Et vous pouvez recommencer, si vous voulez, cet exercice de connexion à votre corps. Maintenant, je vous propose un autre exercice. Il s'agit d'une phrase d'autocompassion. Beaucoup de personnes en difficulté émotionnelle, en difficulté due à des épreuves de vie, se parlent très durement.
On va installer une autre voix. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez et maintenant répétez intérieurement les phrases que je vais dire. Ce que je traverse est difficile. Ma réaction est humaine. Je mérite de la douceur ici et maintenant. L'autocompassion ne dramatise pas, elle retire la violence intérieure inutile. Troisième exercice, c'est un soin que vous pouvez faire au quotidien. Quand tout est lourd en soi, on ne vise pas à bien faire. On va viser le minimum nourrissant. Je vous propose de choisir 3 micro-soins par jour. Boire de l'eau consciemment, c'est-à-dire pendant que vous buvez l'eau, vous ressentez l'eau couler dans votre gorge, etc. Consciemment. Acceptez de sortir au moins 5 minutes. Ça peut être juste en dessous de chez vous ou juste à côté de chez vous. Décidez de respirer en ouvrant la fenêtre, par exemple, et en faisant peut-être cet exercice dont on a parlé tout à l'heure. Vous pouvez aussi choisir de vous étirer. Tout ça vous permet de revenir au corps, de vous occuper de votre corps d'une façon soutenante. Le système nerveux répond aux petits pas répétés et non pas à la performance. Voici un petit message d'intégration. Si vous vivez ce sentiment de solitude, elle a, cette solitude, une logique. Elle a une histoire. Elle a une fonction protectrice. Vous n'êtes pas cassé, vous êtes adapté à ce que vous traversez là maintenant. Et l'adaptation peut évoluer, pas sous la contrainte, jamais, juste quand vous aurez un sentiment de sécurité intérieure. Construisez un lieu sûr où vous pouvez vous relâcher, vous apaiser, ressentir ce qui se passe pour vous. Un geste de soin, ça peut être un petit massage du visage avec une crème que vous aimez bien, ou un massage des mains avec une crème nourrissante. Revenir au corps nous permet d'éviter de partir dans la rumination. Et ça fait du bien à notre système nerveux. C'est ainsi que la relation redevient plus tranquille, plus apaisée, et vous pouvez le faire à votre rythme. Vous n'êtes pas tenu de prouver quoi que ce soit. Prenez soin de vous avec sérieux, pas comme un luxe. La sécurité intérieure se construit et le reste viendra beaucoup plus facilement. Je vous propose de regarder la vidéo qui s'affiche. Elle est très complémentaire avec celle-ci.